Bonjour Bernard Friot, Bonjour. vous êtes sociologue et économiste, professeur à l'Université de Nanterre, vous avez cofondé l'Institut européen du salariat au milieu des années 2000 et cofondé le réseau salariat en 2012. Vous avez signé récemment une tribune d'économistes en faveur du programme économique de la NUP et auparavant décidé de soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur l'institution en France de la sécurité sociale, dont Puissance du salariat aux éditions La Dispute en 1998. Qui a été édité depuis sous une forme complète, parce qu'en 1998, ce n'était qu'une partie du bouquin. En poche, hein, c'est au point seuil depuis l'an dernier. Je le signale parce que du coup, ça le rend accessible à des bourses qui ne peuvent peut-être pas se payer l'édition Princeps, disons. Alors du coup, je commence avec une question un peu de politique fiction. Donc là, on fait l'entretien le lendemain des résultats du premier tour. Si dans 6 jours, contre les pronostics actuels, les députés NUP étaient majoritaires, selon vous, qu'est-ce qui serait susceptible de se passer? Alors pour rejoindre vos différents travaux, qu'est-ce qui pourrait dans l'immédiat et dans des temps un peu plus longs se mettre en place par rapport à la casse ces dernières décennies des institutions de la sécurité sociale? Et voilà, donc c'est une question, c'est une question Oui, large, c'est une mais question. je spécule là-dessus. J'espère qu'elle ne l'est pas, justement, et que de fait, une cohabitation sera imposée. Mais de toute façon, elle ne réussira que s'il y a un mouvement populaire, hein. Ce qu'il faut espérer, c'est qu'une victoire électorale un peu inattendue, en tout cas compte tenu de la situation d'il y a 2 ou 3 mois, et comme effet, comme la victoire du Front populaire, qui n'était pas vraiment attendue, hein, dans une période quand même très fasciste des années 30, a suscité un mouvement d'occupation d'usines. Je pense que ce qu'il faut appeler de nos voeux, c'est un mouvement d'occupation des lieux de travail, et pas simplement pour arrêter le travail, mais pour décider que le travail va se faire selon notre éthique, selon nos normes, et non pas selon les normes capitalistes. C'est prendre en main le travail, hein, c'est ça le cœur, et j'espère qu'une victoire électorale le permettra. Parce que s'il y a victoire électorale sans mobilisation populaire, on va se retrouver dans la situation de Mitterrand, de Jospin, enfin, de situation où une gauche pourtant plurielle, comme l'était en 81 ou en 97 la gauche venue au pouvoir, finalement échoue, faute de cette mobilisation. Donc pour moi, aucun pronostic n'est utile tant qu'il n'y a pas construction d'une mobilisation sur les lieux de travail. Est-ce qu'on pourrait revenir du coup un peu plus précisément sur les rapports qu'il y a eu autour de 36, un peu avant et un peu après, sur justement les différents mouvements sociaux et le moment électoral, et cette espèce d'aller-retour entre les deux? Oui, et on peut en parler aussi de 45-46, c'est-à-dire que de fait, ce qui est intéressant, c'est quand vous avez la conjonction d'une victoire électorale et d'une mobilisation populaire. Alors c'est le cas effectivement avec le Front populaire qui était un regroupement de partis au programme assez plan-plan, hein. Le Parti communiste d'ailleurs soutenait mais avait décidé de ne pas participer au gouvernement parce que le programme était vraiment quand même très peu progressiste, mais enfin pas très, au contenu quand même assez faible. Mais dans un moment où l'extrême droite était très puissante, avec Mussolini, Hitler, les ligues en France, plus puissantes qu'aujourd'hui, à vrai dire même, hein, cette victoire un peu imprévue de la gauche a permis des occupations d'usines qui, elles, c'est les occupations d'usines qui ont fait les victoires des Front populaires, hein, c'est pas du tout le programme, hein. Léon Blum n'est pas un grand homme de gauche, hein,
c'est un socialiste, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui a refusé que la SFIO devienne le Parti communiste en 1920. Donc c'est vraiment l'aile droite du Parti socialiste. Et les congés payés, les 40 heures, tout ça, c'est les conventions collectives, l'extension des conventions collectives, tout ça, c'est le fruit des occupations d'usines. Vous avez la même dialectique un peu dans l'autre sens, enfin, pas dans l'autre sens, mais je veux dire, en 1945, vous avez les premières élections post-guerre, donc en novembre 1945, qui sont gagnées par le Parti communiste, enfin gagnées relativement, quoi, qui fait 30% des voix, une obligation pour De Gaulle de nommer des ministres communistes, et ces ministres qui vont pouvoir vraiment initier des choses tout à fait fondamentales parce qu'il y a mobilisation. Pas du tout depuis le haut d'un État bienveillant. C'est important évidemment qu'il y ait une présence populaire dans l'État, mais ça ne suffit pas. Hein. La sécurité sociale de 1945 qui est pléthorique. Hein. En 1945, vous avez plus de 1000 caisses de sécu, vous avez 70 000 salariés dans ces caisses. C'est une initiative patronale, hein, la sécu, c'est une création patronale qui va de la fin du 19e siècle aux années 40, qui est centrée sur les allocations familiales qui sont une arme de guerre patronale contre la hausse des salaires. Et vous allez avoir une subversion communiste de ce fatras de caisses diverses et variées, territoriales, patronales, enfin toujours à gestion patronale ou paritaire, mais paritaire ça veut dire patronale, parce qu'il y a toujours un syndicat qui vote avec les patrons, mais qui sont très disparates, avec des taux de cotisation extrêmement différents d'une entreprise à l'autre, et qui ont une logique, donc ces régimes, soit territoriales, soit professionnels, soit d'entreprise, parfois interpro pour les assurances sociales. Tout ça va être subverti complètement par les communistes de la CGT et les communistes au pouvoir sur des strapontins, hein, parce que les ministres communistes en 1945 sont sur des strapontins. Hein. De Gaulle ne les met pas sur des lieux très importants. Et en plus, il est tellement excédé d'avoir dû nommer des ministres communistes en novembre 1945 qu'il démissionne dès janvier 1946. Hein. Et donc, ces ministres communistes, seuls contre les socialistes et le MRP, les autres membres de la coalition, et contre, clairement, les gaullistes qui viennent de quitter le pouvoir en janvier, vont de janvier à juin 1946, vraiment accompagner depuis le gouvernement un mouvement social, alors, issu de la résistance, mais qui a comme objet la gestion de l'équivalent du tiers de la masse salariale, hein, dans le régime général, de l'équivalent de la moitié du budget de l'État, et cette gestion par les travailleurs, hein, les travailleurs qui quittent une posture de contestation, de protestation, d'occupation d'usines comme en 1936, c'est-à-dire là on est dans une forme de protestation, là ils sont dans la gestion même d'une institution décisive, hein, c'est ce qu'on peut appeler un État communiste, hein, quand une fonction sociale ayant force de loi, comme l'est le régime général social, est gérée par les intéressés eux-mêmes. Hein. Et là, il y a un enthousiasme incroyable, une fierté je sais pas, de contribuer par exemple à l'hospitalisation 4 fois plus que ne fait le ministère de la Santé, etc. C'est cette fierté populaire de gérer le tiers de la masse salariale qui crée une mobilisation sans laquelle rien ne se serait passé. Les ministres communistes, on va en retrouver quelques-uns sous Mitterrand ou sous Jospin, rien ne se passera, parce qu'il n'y a pas de mobilisation populaire. C'est vraiment décisif, c'est pour ça que j'insistais dans votre première question sur la nécessité qu'une victoire de la NUPES, qu'on ne peut qu'évidemment que souhaiter, soit accompagnée d'une telle mobilisation, sinon il ne se passera rien. Alors sous la 4ème République, les ministres communistes ne sont plus là, et les institutions de la sécurité sociale, elles tiennent.
elles sont là quand même. Est-ce que vous pourriez revenir sur du coup, un peu les premiers temps de la sécurité sociale en France et, et les différents combats qu'il a fallu mener depuis extrêmement longtemps contre les attaques ou pour l'étendre? Alors, distinguons bien hein, les termes. Hein. Je distingue vraiment sécurité sociale et régime général de sécurité sociale. Hein. J'ai dit tout à l'heure que les communistes, au cours du premier semestre de 1946, subvertissent la sécurité sociale. Hein. La sécurité sociale, c'est une institution patronale qui est, encore une fois, en 1945, pléthorique. Elle n'est pas du tout créée en 1945. Hein. Elle est créée bien avant. Et ce qui s'opère en 1946, à partir des ordonnances de 1945, mais les ordonnances d'octobre 1945 sont elles-mêmes une relative défaite de la CGT, hein, qui se battait pour un régime général sans État ni patron. Or, il y aura un quart de patron dans la gestionnaire, et il y a de l'État qui continue à décider des prestations et des cotisations, c'est quand même considérable. Donc cette gestion ouvrière, elle est réelle, mais limitée, disons. Cette subversion, en quoi elle consiste hein, et qu'est-ce qui fait qu'elle va être de fait combattue hein. La classe dirigeante, elle n'est pas contre la sécurité sociale, elle est à l'origine de son existence. Hein. Elle est contre le régime général de sécurité sociale. Hein. C'est-à-dire contre un dispositif qui est géré par les travailleurs. De 47 à 67, c'est les travailleurs qui, dans les limites que je viens de dire, gèrent, élus, des travailleurs élus. Deux, c'est un dispositif unifié, hein, et non pas un truc disparate de branches, d'entreprises, de territoires. Et c'est un dispositif au taux interprofessionnel, c'est-à-dire ce n'est pas des taux qui sont laissés à l'initiative patronale, comme l'étaient par exemple les taux aux allocations familiales. Vous aviez des taux qui allaient en 1944, qui allaient de 4, qui était le minimum légal, à 17% du salaire brut selon les entreprises, puisque comme c'était un instrument patronal pour s'opposer à la hausse des salaires généralisée, en la concentrant sur les seuls chargés de famille, leur taux dépendait beaucoup de la combativité interne à l'entreprise. Donc vous aviez un dispositif illisible, hein, géré par les employeurs ou par les compagnies d'assurance, des AT-MP par exemple, Action du travail maladie professionnelle, et qui vont s'unifier selon un taux unique interprofessionnel, avec une gestion partiellement par les travailleurs. Là, c'est ce qu'on appelle la démocratie sociale, c'est le terme de l'époque. Hein. Pour moi, je parle d'État communiste. Hein. Encore une fois, quand une fonction collective qui s'impose par la loi est gérée par les intéressés eux-mêmes. Hein. Et qu'est-ce qui va être fait contre c'est dès le départ. Hein, dès le départ, dans les années 50, comme c'est l'État qui décide du taux de cotisation, les patrons obtiennent que le taux de cotisation au régime général n'augmente pas. Dans les années 50, il est pratiquement stable. Il va progresser dans les années 60, mais à un moment où précisément le retour de Gaulle au pouvoir va ôter aux salariés leur pouvoir de décision, puisque De Gaulle va d'abord retarder les élections qui va avoir lieu en 60, qui n'auront lieu qu'en 62. Il aurait voulu les supprimer, mais il n'y parvient pas tout de suite. Il les supprime finalement en 67. Hein, les administrateurs ne sont plus élus, mais désignés. Ce qui fait qu'ils ont une perte de légitimité tout à fait considérable, bien sûr. Au lieu qu'il y ait 3 quarts, 1 quart, ça va être moitié-moitié, moitié d'employeurs, moitié de travailleurs. Bon, il y a toujours un syndicat qui vote avec les patrons, donc ça veut dire ça devient patronal, ça redevient patronal, alors que ce n'était pas du tout patronal de 47 à 67. Enfin, beaucoup moins en tout cas. Vous allez avoir
finalement un mouvement d'étatisation. La riposte de la classe dirigeante à un dispositif de gestion par les travailleurs eux-mêmes, un dispositif d'État communiste, c'est l'étatisation capitaliste, d'imposer l'État capitaliste comme gestionnaire à la place des travailleurs eux-mêmes. Et ça va être, alors ça, nous sommes sous Juppé, c'est en 95, 96, vous avez une étatisation complète du dispositif de santé, déjà. Et puis, progressivement, on le voit aujourd'hui, aussi bien le dispositif de retraite que celui de l'assurance chômage qui avait été mis en place au début des années 60, fin des années 50. Certes, il y a une gestion s'agissant des régimes complémentaires, exemple de retraite prétendument paritaires, ou pour l'assurance chômage aussi, mais en réalité, tout ça s'inscrit de plus en plus dans des contraintes étatiques. Donc, ce qu'avait de porteur d'État communiste le dispositif est aujourd'hui largement perdu. Là, on est vraiment dans un dispositif étatique, capitaliste, qu'il s'agit de reconquérir. Ça, c'est clair qu'il faut reconquérir la gestion par les intéressés eux-mêmes. Mais ça suppose tout un travail de réflexion et de mobilisation sur ce qu'est l'État. Trop souvent, on a une espèce de confiance populaire, du côté de la gauche, dans l'État. Mais non, l'État capitaliste, c'est un adversaire de classe, c'est pas du tout un soutien. Mais en revanche, on peut très bien conquérir des formes d'autogestion de l'État, comme nous l'avons commencé pour le régime général de sécurité sociale, et c'est ce qu'il faut retrouver, bien sûr. Vous avez parlé tout à l'heure des moments où la gauche plurielle a pu gouverner sous la Ve République. Est-ce que vous pourriez revenir sur les premières années de Mitterrand et le quinquennat Jospin, parce que finalement il reste quand même 5 ans Premier ministre, et ce qu'ils ont justement pu faire par rapport au régime général de la sécurité sociale et à éventuellement développer des formes de pouvoir autonome de l'État. Ah non, rien de tel. Non, au contraire, ils ont joué un rôle tout à fait négatif. Disons que le début des années 80, et avant même le tournant de la rigueur. Bon, le tournant de la rigueur, c'est clair que là, c'est Delors, etc., Fabius, tout ce monde-là, on est passé de l'autre côté, ça c'est clair. Mais même dès le départ, vous avez une espèce un gouvernement qui entérine un point sur lequel je n'ai pas insisté, mais sur lequel je vais venir maintenant. Parmi les attaques contre le régime général, il y a évidemment le gel du taux de cotisation. Le taux de cotisation double entre 1945 et 1979. En matière d'assurance maladie, il passe de 8 à 16% du salaire brut, par exemple, et il n'a pas bougé depuis. Non seulement il n'a pas bougé, mais, alors là, c'est pas Jospin ni Mitterrand, mais c'est Rocard, un autre triste personnage, qui crée la CSG pour les allocations familiales, ensuite Simone Veil pour la vieillesse et Jospin pour la santé, et puis Macron pour le chômage, pour reprendre les 4 branches, disons, de la sécurité sociale, en incluant l'assurance maladie dans la sécurité sociale, même s'il ne l'est pas formellement, on a une logique un peu du même type. Donc là, il y a un gel du taux de cotisation qui est entériné dès le début des années 80. Il y a un recul en matière d'assurance chômage qui est organisé par le patronat, et Bérégovoy, qui est ministre des Affaires sociales, à partir de 82, et qui va organiser, disons, une distinction entre l'ASS et l'indemnisation proprement dite du chômage, et accompagner, disons, le gel des cotisations
vous avez la création, l'acceptation par la gauche en 81 du secteur 2 créé par Giscard, par Raymond Barre, sous le gouvernement Barre à la fin des années 70, qui dénature complètement la sécurité sociale du soin. Jospin va augmenter considérablement le taux de la CSG en supprimant la cotisation salariale à l'assurance maladie pour la remplacer par de la CSG. Après que Rocard ait inventé la CSG. Bon, la CSG, c'est une arme de guerre contre le régime général, bien sûr. Et donc, vous voyez en quoi c'est une arme de guerre. Prenons la question de la santé. Il s'agit, avec la CSG, de financer un panier de soins qui ne relève plus de la cotisation, qui relève d'un impôt de solidarité au nom du cas prétendu universel et non lié au travail du besoin de santé, qui fait que ça ne relève plus du salaire, mais de la fiscalité. Et il ne reste plus finalement comme cotisation que la cotisation patronale en matière d'assurance maladie. Sauf que depuis l'accord national interprofessionnel de 2013 sur les régimes complémentaires de santé obligatoires, et sa légalisation, quand j'ai dit 2013, c'est peut-être 2014 ou 2015, je ne sais plus, enfin sa légalisation dès 2014, je crois, par une obligation pour les employeurs de financer au moins la moitié du régime complémentaire, devenu obligatoire. Là, on a un mouvement qui avait démarré sous Rocard, avec Evin, qui restaure la place de la mutualité dans le financement de l'assurance maladie, alors que finalement de 1945 c'était un des bienfaits du dispositif du régime général en 1946, c'est d'exclure la mutualité, qui est quand même un dispositif de notable qui n'a absolument rien à voir avec l'assurance sociale. J'ai des prestations en fonction de mes cotisations. Dans la mutualité, c'est mes cotisations qui décident de mes prestations. C'est pas du tout... c'est pas de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins, ça c'est la sécurité sociale. Là, on est dans le truc classique capitaliste, j'ai des droits à la mesure de ma cotisation. En 89, donc sous Rocard, Evin finalement instaure la mutualité comme un financeur normal de la prestation de santé, alors que sa part dans le financement était décroissante. Et pratiquement, ce à quoi on s'attendait au début des années 80, c'est à la disparition de la mutualité dans le financement de la prestation, la mutualité conservant un rôle en matière de prévention ou de centre de santé, etc., mais pas dans le financement. Au contraire, là, toujours pareil, parce que ces gouvernements de gauche ont acté qu'il n'y aurait pas de hausse de la cotisation, c'est ça au régime général, c'est ça quand même l'arme de guerre fondamentale, pas de hausse du taux de cotisation au régime général, eh bien, on anticipe le fait qu'il va falloir que les mutuelles aient un rôle croissant. Ça, c'est Rocard, c'est également le dispositif de Hollande qui finalement rend obligatoire et financé par le patronat en particulier les régimes complémentaires de santé. On a donc un dispositif qui est maintenant très clair. La CSG pour financer un panier de soins, et puis une pression patronale pour que la seule cotisation qui reste à l'assurance maladie, c'est-à-dire la cotisation patronale, et le financement par les patrons de la mutuelle, perdent complètement sa logique de sécurité sociale,
devienne un j'ai cotisé, j'ai droit, hein, c'est le projet de grande sécu. Hein. La grande sécu Macron, c'est pas la disparition des mutuelles, c'est la logique mutualiste qui devient la logique essentielle. En matière de santé, j'ai droit à un minimum universel par la CSG, ce qu'on appelle le panier de soins, et puis si je veux plus, eh bien, il faut que je contribue, et c'est à la mesure de ma contribution que j'aurai plus. Voilà le projet de la classe dirigeante, hein, d'en finir avec le régime général de sécurité sociale. Alors avec un petit biais dans la question, est-ce que vous pourriez revenir de façon un peu plus développée sur les attaques extrêmement violentes qui ont été menées sous le quinquennat macroniste par rapport au chômage, par rapport les projets par rapport aux retraites. Et c'est d'ailleurs un des points stratégiquement, et je pense que c'est pas anodin, c'est un des gros axes stratégiques qu'avait utilisé Mélenchon pour la campagne présidentielle. C'était d'essayer de faire de la campagne présidentielle, alors je ne sais plus comment le formuler, une espèce de référendum sur la question des retraites. Et qu'au-delà de la question de l'âge, là ce que vous expliquez bien, c'est que c'est pas juste une histoire d'âge, et que c'est une histoire de logique, générale qui peut être ou bien absolument pas subversive et dans la continuité totale du capitalisme, ou bien quelque chose qui permet aux travailleurs de commencer à s'émanciper. Absolument. Hein. Aussi, et c'est là qu'il faut lier chômage et retraite, parce que nous sommes exactement dans la même situation. Là, je viens d'insister longuement sur la maladie, d'accord, mais si on prend chômage et retraite, quel est l'enjeu des réformes Macron ? Alors je les rappelle, hein, Macron supprime la cotisation salariée à l'assurance chômage, la remplace par de la CSG, et plus récemment, à la fin de son quinquennat, là c'était au début du quinquennat, à la fin de son quinquennat, il supprime le droit au salaire pour les salariés qui connaissent des intermittences dans l'emploi, disons, ou une précarité dans l'emploi. Vous connaissez un peu la formule, enfin je la résume à grands traits, quitte à la caricaturer un tout petit peu. Le droit à l'indemnisation repose sur la prise en compte des ressources sur une période. Mettons les 2 années précédentes, précédant l'entrée en chômage. Donc, jusqu'ici, lorsque l'on entre en chômage, l'indemnisation est calculée en fonction du salaire que l'on touchait dans l'emploi que l'on vient de perdre. Là, maintenant, non. L'indemnisation va être calculée en fonction des revenus des 2 années précédentes. Ce sera un pourcentage du revenu des 2 années précédentes. Et si donc sur ces 2 années, j'ai travaillé pendant 2 ans, là, ça ne change rien. Mais si j'ai été pendant 1 an, mettons, sans emploi, et pendant 1 an dans l'emploi, je ne vais toucher que la moitié de mon indemnisation du chômage, des 57% de mon salaire brut, parce qu'on va prendre la totalité de mes ressources sur les 2 ans, donc 1 an sans ressources, plus 1 an de salaire, ça fera seulement la moitié de mon salaire finalement qui va être la base de calcul de ma prestation. Donc ça veut donc dire que là, l'indemnisation du chômage n'est plus la poursuite du droit au salaire. Hein. C'est un droit au maintien de ressources. Là, nous sommes dans une logique qui ne pose plus du tout le chômeur comme un salarié, hein, mais qui le pose comme un sans-emploi qui a droit à une prestation au demeurant mesurée par le temps où il a été dans l'emploi et son salaire, mais qui n'est plus la poursuite du salaire, hein, qui est la poursuite d'un revenu moyen d'une période. Pour les retraités, c'est pareil. Il s'agit de nier le droit au salaire des retraités. En 1946, là il faut revenir sur la subversion communiste de la Sécu en 1946.
J'ai dit que le cœur de la Sécu patronale de 1945, qui est pléthorique encore une fois, ce sont les allocations familiales, qui sont une arme de guerre contre la hausse des salaires et qui du coup ne sont perçues que par des gens qui sont dans l'emploi. Pour être titulaire d'allocation familiale, il faut être dans l'emploi. C'est un sursalaire au sens capitaliste du terme, c'est-à-dire quelque chose qui est lié au fait que l'on tienne un emploi avec une activité reconnue comme productive dans cet emploi. Croizat subvertit complètement les allocations familiales en faisant du salaire pour des gens qui n'ont pas d'emploi. Il supprime tout lien à l'emploi dans la perception des allocations. Toute personne, dès lors qu'elle a des enfants, a droit aux allocations familiales qui sont du salaire payé par les employeurs et qui correspondent pour 2 enfants en 1946, dans la loi d'août 1946, la loi Croizat, à 225 heures par mois de l'ouvrier spécialisé de la métallurgie et qui, c'est prévu qu'elles doivent progresser au même titre que le taux horaire, puisque c'était des horaires à l'époque, c'est en 1968 qu'ils sont mensualisés, des ouvriers spécialisés de la métallurgie. Vous voyez bien que là, nous avons une déconnexion entre le salaire et l'emploi. Le salaire devient un attribut de la personne. C'est plus un attribut de l'emploi, c'est un attribut de la personne. Alors, la personne, tant qu'elle a des enfants, c'est pas définitif, mais enfin, quand même. Il fait la même opération pour la retraite. Jusque-là, la retraite était du j'ai cotisé, j'ai droit. Et c'était en fonction des cotisations qu'on avait droit, enfin de remplacement, parce qu'on était en capitalisation jusqu'en 1941. Mais depuis 1941, non, on est en répartition. Mais c'est en fonction des cotisations que l'on a versées, que l'on a droit à des prestations de retraite. C'est un différé de cotisation, les retraites. Eh bien, Croizat subvertit complètement ce dispositif. Pas du tout, c'est pas un différé de cotisation. Il copie le modèle de la fonction publique dans lequel la pension n'est pas liée aux cotisations du tout. La pension, c'est la poursuite d'un salaire de référence. C'est un droit au salaire pour le retraité. Et il pose, pour le régime général, donc pour les salariés du privé, la retraite, la pension de retraite, comme un salaire continué. Alors, c'est calculé sur les 10 dernières années, c'est pas encore les 6 derniers mois de la fonction publique, mais dans l'optique de Croizat, c'est en allant vers ce dispositif-là, l'objectif c'est d'aller vers ce dispositif de fonction publique. Donc là, on a encore une fois une toute autre logique. C'est pas du j'ai cotisé, j'ai droit, aucun compte des cotisations. Aujourd'hui encore d'ailleurs, sur les 340 milliards de pensions de retraite, vous en avez 250 parce qu'elles relèvent du régime général ou de la fonction publique, qui sont calculées sans tenir aucun compte des cotisations. C'est vraiment un salaire de référence qui est poursuivi. Bien, cette définition de la pension comme poursuite du salaire, elle est complètement niée. Tout comme l'est celle de l'assurance chômage comme poursuite du salaire, est complètement liée par la réforme Macron qui veut faire de la pension le différé des cotisations. En reprenant la riposte patronale dès 1947, le patronat prétendument dans les choux pour collaboration, tout ça c'est de la blague. Le patronat riposte à la subversion communiste de 1946, les communistes sont éliminés en mai 1947. Dès mars 1947, mais là les communistes sont encore fictivement au pouvoir, mais ils ont perdu tout pouvoir en réalité au niveau du gouvernement. Dès mars 1947, le patronat riposte à la subversion communiste de la retraite en créant l'AGIRC pour les cadres, comme retraite complémentaire des cadres, qui est sur le j'ai cotisé, j'ai droit. C'est chacun un compte qui comptabilise la totalité de ses cotisations de carrière et c'est en fonction de la totalité des cotisations de carrière que l'on a droit à prestation. Et c'est exactement ce que veut faire Macron. Il veut généraliser l'AGIRC, tout comme le projet patronal aujourd'hui, c'est de généraliser la logique des mutuelles, d'accord, pour qu'ils deviennent le cœur du dispositif. Et la question, elle est fondamentale.
c'est quoi un travailleur, hein? Dans le capitalisme, un travailleur, c'est celui qui est en train de travailler, c'est-à-dire en train de mettre en valeur du capital. Ce qui se construit depuis la moitié du XXe siècle, sous l'impulsion de la CGT, des communistes, ce qui se construit, c'est une tout autre statut du travailleur, non pas celui qui est en train de travailler, parce qu'un retraité n'est pas en train de travailler en permanence, pas plus qu'un chômeur. C'est définir le travail non pas comme celui qui est en train de travailler, mais comme celui qui a en permanence droit à une qualification, droit à un salaire, hein, parce qu'en permanence, c'est ça qu'il faut conquérir, pour le moment ce n'est pas le cas, hein, mais en permanence il est en responsabilité vis-à-vis de la production. C'est là vraiment ce qui se joue aujourd'hui, et ce qui se fera ou ne se fera pas, hein. C'est pas du tout le programme de l'ANUS, par exemple, donc il y a encore beaucoup à faire pour que ce programme devienne révolutionnaire. Hein. Mais est-ce que un retraité, c'est un ancien travailleur qui a droit au différé de ses cotisations? Est-ce qu'un chômeur, c'est un privé d'emploi qui a droit à améliorer son employabilité pour retrouver un emploi, ou est-ce que ce sont des travailleurs qui, dans l'intermittence du travail, parce que heureusement nous ne sommes pas tout le temps en train de travailler, en train de produire de la valeur, heureusement beaucoup de nos activités sont hors du champ du travail, est-ce que donc une personne majeure en tant que personne majeure, hein, peut, de 18 ans à la mort, être posée comme en capacité et en responsabilité de produire de la valeur, de décider au travail. C'est ça ce qui se joue aujourd'hui. Est-ce qu'on va enrichir la citoyenneté de ce postulat, tout comme la démocratie bourgeoise a su poser le citoyen comme postulé en capacité, en responsabilité de la chose publique? Eh bien, il s'agit de postuler le citoyen comme en capacité et en responsabilité du travail. Il faut arracher à la bourgeoisie son monopole sur le travail, sur la production. C'est décisif d'un point de vue écologique. Sinon, on va dans le mur complet. Hein. Si on continue à laisser la bourgeoisie le soin ici du travail, alors là, je ne sais pas où on va. Hein. Enfin, on sait tous où on va, justement. Il s'agit de lui arracher ce monopole et de poser comme droit de citoyenneté, et donc comme lié à la majorité, et donc de 18 ans à sa mort, tout majeur doit être titulaire d'une qualification et donc d'un salaire. Droit au salaire, droit universel au salaire. C'est ce qu'anticipe déjà le droit au salaire des retraités, c'est ce qu'anticipe le droit au salaire des chômeurs, et c'est pour cela que la classe dirigeante nie le droit au salaire des retraités ou le droit au salaire des chômeurs. Vous venez d'utiliser le mot conquérir, et vous faites une correction intéressante dans votre œuvre. Je pense que c'est assez répandu depuis. Vous reprenez le fait qu'on parle tout le temps dans les médias, même dans les manuels scolaires, on parle d'acquis sociaux. C'est les acquis sociaux, donc en fait c'est les acquis. Évidemment, ça charrie tout un tas de trucs, à la fois sur la façon dont ça a été fait, dont ça a été justement conquis ou pas conquis, ou c'est des acquis, voilà, ça a été donné par le gouvernement. Et puis sur le fait que c'est des choses qui ont vocation à s'étendre et qui peuvent être attaquées et qui sont attaquées continuellement. Alors du coup, je vais revenir sur encore une fois, je suis désolé, une question un peu spéculative, mais vous disiez, le programme de la NUP n'est pas révolutionnaire, et ça c'est vrai. Comment, on ne peut pas avoir un manuel d'action pratique, mais comment est-ce que, en essayant de regarder aussi ce qui s'est fait en France et au-delà, dans les grands moments d'avancée des conquis sociaux, de quoi on pourrait essayer de s'inspirer justement si on considère que le moment électoral peut être un moment important et que la NUP, qui est quand même une alliance composite avec des partis, alors on peut souhaiter qu'ils aient la majorité à l'Assemblée, mais il y aura un ensemble de députés socialistes, il y aura un ensemble de députés d'Europe Écologie Les Verts qui, pour tout un tas d'entre eux, se retrouvent finalement plus proches des macronistes, Emmanuel Macron, que du programme initial de la France Insoumise et du Front de Gauche avec le PCF. Et du coup, c'est vrai que strictement au niveau des élections, on a un peu de motif à s'inquiéter.
Mais si jamais la NUP gagne et que ça crée une espèce d'élan populaire de gauche révolutionnaire, est-ce que vous pourriez revenir, vous disiez tout à l'heure, en 1936, c'est les occupations d'usines. Est-ce que vous pourriez revenir sur des moyens d'action qui ont été utilisés en France et puis éventuellement au-delà, et qui ont permis d'aller bien plus loin que les programmes électoraux? Alors, d'une part, oui, c'est effectivement Croizat qui dit ne parlez jamais d'acquis sociaux, mais de conquis sociaux. Je pense que je reprends là le vocabulaire de Croizat. Et il a bien raison, rien n'est jamais acquis. Quand on nous raconte que la Sécu, c'est De Gaulle, enfin tout ça, c'est quand même d'énormes conneries. Ce que l'on peut tirer, encore une fois, de notre histoire collective, c'est que je vais surtout réfléchir, parce que c'est surtout là-dessus que j'ai travaillé sur ce qui se passe en 1946. Vous avez une victoire électorale du Parti communiste en 1945, qui ne se traduit pas par une grosse présence communiste au gouvernement, puisque De Gaulle, mais pas que De Gaulle, la SFIO, le MRP, veillent à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de communistes au gouvernement. Il y en a 5 sur des strapontins, ce qu'on donne les communistes, le travail, la santé, des machins comme ça. Et ce qui va rendre efficace cette présence marginale de communistes au gouvernement, pendant très peu de temps, pendant 1 an, puisque Léon Blum, en décembre 1946, dirige un cabinet provisoire composé uniquement de socialistes après les premières élections législatives, disons, de 1946, et puis en 47, en janvier 47, quelques ministres communistes reviendront, mais pas tous, et encore une fois, ils ont pratiquement perdu tout poids politique. Donc pendant 1 an, de novembre 45 à décembre 46, ce qui se joue dans la mobilisation populaire. Et quel est le ressort dans la mobilisation en faveur du régime général? Mais la fierté de gérer. C'est décisif. Confier de la gestion aux travailleurs, c'est absolument décisif. Les sortir de la pause de la protestation, de la contestation, et même de l'arrêt de travail. Bon, certes, je ne nie pas les effets positifs des occupations d'usines de 1936, mais on ne peut plus se contenter de ça. Le patronat sait maintenant gérer des arrêts de travail. Je crois que c'est pas le cœur. Dans le bouquin avec Lourdon, qu'on vient de sortir tous les deux, là, En travail, conversation sur le communisme, qui est sorti récemment à la dispute, je dis que c'est pas d'abord d'une grève générale dont nous avons besoin. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une décision des travailleurs sur leur travail. Et donc, appelons ça grève du zèle si on veut, par exemple, mais que les travailleurs décident de ne travailler que selon leur déontologie, de ne produire que ce qui correspond à des besoins sociaux dont ils ont délibéré avec d'autres de l'utilité sociale, de refuser de faire des travaux avec lesquels ils sont en désaccord. C'est ça qui explique la dynamique de 1946. C'est la fierté de construire un outil complètement nouveau, le régime général de sécurité sociale, y compris en construisant des locaux, d'imposer aux patrons que les bureaux de vote soient dans les entreprises, qu'il y ait des sections du régime général dans les entreprises pour que les travailleurs y aient un lien familier, et ce que les patrons vont refuser. Et dès 1950, ils obtiendront que les élections n'aient plus lieu dans les entreprises, ils se battront contre la présence de la sécurité sociale du régime général dans les entreprises même, à travers des antennes locales. C'est ça, 46, c'est vraiment
une conquête par les travailleurs de la maîtrise de la partie socialisée du salaire et de la vie des caisses qu'ils créent sur les lieux de travail même. Ça, c'est ça le cœur de la réussite, parce que c'est bien quand c'est une réussite. Comme vous l'avez souligné, cette institution, elle va être complètement étatisée, etc. Il y a évidemment beaucoup de choses qui vont être perdues, mais n'empêche qu'elle existe toujours, elle fait toujours l'objet d'une fébrilité patronale, en particulier autour de tout ce qui concerne le droit au salaire déconnecté de l'emploi. Donc pour aujourd'hui, si on veut que le programme assez plan de la NUPS se transforme en réalisation révolutionnaire, c'est pas depuis le gouvernement que ça se fera. Ça ne pourra se faire que depuis les lieux de travail. Ça, c'est clair. Et pas tellement des lieux de travail occupés que des lieux de travail subvertis. Il s'agit d'autogestion. C'est la conquête de l'autogestion. Et là, il y a un gros déplacement de l'activité syndicale à faire. Parce que l'activité syndicale, jusqu'à présent, elle n'est pas tournée vers la conquête de la maîtrise du travail par les travailleurs eux-mêmes. Ça, ce point-là est un point aveugle pour le moment de l'action collective, et c'est ce qu'il faut vraiment conquérir. Quand vous dites conquérir les lieux de travail, de façon un peu concrète, même si Mélenchon était nommé Premier ministre, que les élus socialistes verts communistes respectaient pendant un temps l'accord, de façon pratique, là on sort de 2 ans très difficiles pour la gauche en France. Il y a la crise sanitaire et le fait que ça a permis à l'État de tout verrouiller et d'accélérer la répression et la surveillance de masse. Les syndicats sont toujours là, mais ils sont pas parvenus, en tout cas la CGT sont pas parvenus, pas uniquement par leur faute du tout, mais à faire convergence avec le mouvement des Gilets jaunes. Il y a eu, alors avant le Covid, il y a eu un gros mouvement contre le projet de réforme des retraites, qui était un mouvement largement syndical, mais concrètement, aujourd'hui, même si Mélenchon est Premier ministre porté par une alliance extrêmement hétéroclite, les contre-pouvoirs, ils sont là. Enfin, les contre-pouvoirs, les pouvoirs réactionnaires, ils sont là, ils sont bien là. Quand vous dites se réapproprier les lieux de travail, moi je pense qu'il faut réaliser que même si Mélenchon est Premier ministre, et que même si Mélenchon Premier ministre a de la bonne volonté, il va y avoir de la répression. Il va y avoir de la répression immédiatement, qui va être une répression, qui va être une punition extrêmement violente sur les premiers endroits, même s'il y avait une espèce d'élan vital révolutionnaire après une espèce de semblant de victoire électorale. Est-ce que, je pose la question de façon peut-être un peu plus concrète, est-ce que vous imaginez qu'aujourd'hui, avec l'état des forces en France, une victoire électorale de la NUP serait vraiment susceptible de redynamiser suffisamment les forces vives des travailleurs et des travailleuses pour pouvoir faire face aux puissances d'en face? Écoutez, moi, enfin, nous le souhaitons, mais c'est vrai que l'atonie syndicale depuis 40 ans ne plaide pas en cette faveur. Et le fait que le Parti communiste, les partis socialistes et les Verts ne se soient ralliés à la NUPS que pour éviter de mourir, en tout cas en termes de représentation nationale à l'Assemblée nationale, et donc ne sont pas forcément de chauds partisans du contenu même du programme. Tout cela plaide pour le pessimisme, mais moi, comme observateur des moments où il y a eu dynamique, et il faut quand même regarder ces moments-là, c'est très important, d'autant qu'en général ils sont niés historiquement, on n'en parle pas du tout. 46, personne n'en parle, on parle de la prétendue 45 alors qu'il ne s'est rien passé.
Et 46 où tout se passe, personne n'en parle. Donc, je parle de la sécurité sociale. Moi, comme chercheur vraiment attentif au moment où il y a mobilisation féconde, tout ce que je peux dire, c'est que, par exemple, ce que pourrait être une création de dynamique et une relance de l'activité syndicale dans les premiers mois d'un gouvernement NUPS, c'est de s'emparer de la question des retraites, non pas simplement autour de retraites à 60 ans, mais d'abord sur poursuivre ce qu'a commencé Croizat en déconnectant le droit au salaire de l'emploi. Et donc, et pour attribuer le salaire à la personne même. Donc, ce qu'on pourrait, disons, préconiser comme élément de mobilisation dans les entreprises, dans le sens que j'ai dit de conquête de la souveraineté sur le travail par les travailleurs eux-mêmes, ça suppose de conquérir des droits, ce serait une mobilisation pour une retraite à 50 ans, c'est ce que nous disons à Réseau Salariat, si vous prenez... L'ouvrage du séminaire de Réseau Salariat sur les retraites vient de paraître là en juin au Croquant, ça s'appelle « Retraite, généraliser le droit au salaire ». Et qu'est-ce qu'il... alors à la fois, c'est tout un exposé très clair, parce que c'est une reprise du séminaire, donc vous avez à la fois les interventions des intervenants et puis tout le débat qui a suivi, puisque il y a 10 séances qui font 1 heure d'intervention, 1 heure de débat. Et tout ça est repris, c'était un peu réécrit, mais c'est donc extrêmement vivant. C'est un outil très utile, cet ouvrage donc, aux éditions du Croquant qui vient de sortir. Qu'est-ce qu'on préconise ? On préconise une retraite à 50 ans, parce que c'est à 50 ans que les questions se jouent. C'est à 50 ans que si on perd son emploi, on est absolument sûr qu'on ne pourra pas retrouver un emploi à qualification équivalente. C'est absolument certain. C'est à 50 ans où on est le plus exaspéré de ne pas pouvoir maîtriser réellement son travail. On a une pleine maîtrise de ses capacités professionnelles, mais on ne peut pas les appliquer. Soit parce que ce qu'on fait, ça nous plaît, mais on ne peut pas le faire, les soignants, mettons, les enseignants, soit parce que ce qu'on fait ne nous plaît pas. On a choisi un travail avec lequel on était en accord, et puis on n'est plus en accord avec ce que ce travail est devenu. Bon. Donc à 50 ans, là, il faut que chacun, devienne titulaire de son salaire, c'est ce que fait Croizat quand il dit la retraite, c'est le fait que le salaire soit continué au-delà de l'emploi. Là, chacun devient titulaire de son salaire. Ce salaire est porté au salaire moyen. Pour ceux qui ont un salaire inférieur au salaire moyen, ça me paraît normal qu'à 50 ans, chacun ait le salaire moyen. Donc, tous ceux qui ont un salaire inférieur à 2 300 €, puisque c'est le salaire moyen net aujourd'hui, il est porté à 2 300 €. Ceux qui ont un salaire supérieur à 5 000 €, il est ramené à 5 000 € parce qu'il n'y a aucune raison que le salaire soit supérieur à 5 000 €. Je ne vois pas ce qui justifie un salaire supérieur à 5 000 €. Donc on a un rapport de 1 à 2, en gros 2 300 à 5 000 à partir de 50 ans. Ce salaire, il est jusqu'à la mort, avec possibilité pour ceux qui ont un salaire de 2 300 € de continuer à progresser par des épreuves de qualification jusqu'au plafond, disons, de 5 000 €. Et ces cinquantenaires sont par ailleurs inlicenciables, voilà ce qu'il faut aussi obtenir, la garantie, l'impossibilité de les licencier, et ils sont responsables. Encore une fois, nous n'obtiendrons aucune mobilisation populaire sans responsabilité. La mobilisation de 46, c'est parce que les salariés étaient responsables du régime général. Là, les salariés doivent devenir responsables du travail. C'est-à-dire que ces cinquantenaires, en pleine possession de leurs moyens professionnels, et inlicenciables, et titulaires de leur salaire, ils vont avoir comme responsabilité d'engager la bataille contre les actionnaires et contre les directions. La bataille collective pour
que la finalité de l'entreprise change, que les accords internationaux qu'elle passe changent, pour que les objets mêmes du travail qu'elle fait changent, pour que cet objet du travail devienne réponse aux besoins sociaux, enfin, etc. Là, c'est tout à fait enthousiasmant. Là, et vous voyez, là, nous sortons le syndicalisme de son marasme, parce que le syndicalisme devient le lieu de l'organisation, de l'autogestion des travailleurs. Voilà, c'est une préconisation très simple. C'est pas plus compliqué d'obtenir cela que d'obtenir la retraite à 60 ans. Donc il faut absolument que nous réfléchissions tous. Quel droit conquérir pour avoir la maîtrise du travail et devenir titulaire en tant que personne de nos droits. Parce que tant que nos droits sont liés à notre contrat de travail, évidemment, nous allons fermer notre gueule. Il faut que nous soyons titulaires de nos droits salariaux pour pouvoir l'ouvrir. Je vous pose une dernière question. Vous êtes sociologue, économiste et vous êtes historien. Vous rappelez que votre objet de recherche premier, c'est la constitution du régime général de sécurité sociale au moment de la libération. Sur votre vie vécue, ça a été quoi les moments politiques de mobilisation les plus enthousiasmants? Alors là, les moments politiques, je vais répondre de façon un peu décalée à votre question. Les moments politiques de mobilisation, c'est un grand moment illusoire pour moi. C'est la victoire de Mitterrand en 81. Et c'était quand même illusoire, puisque ça ne s'est pas traduit par une mobilisation populaire. Au contraire, ça s'est traduit par une espèce de silence syndical pour ne pas gêner le gouvernement. Mais ça veut dire quoi? C'est évidemment se mettre les doigts dans le nez, dans l'œil complètement. Hein. Se tromper totalement, de se taire pour ne pas gêner le gouvernement. Au contraire, il faut la ramener. Bon. Mais ce que je voudrais dire, c'est plutôt mon itinéraire intellectuel, les moments importants. Il y a eu quand j'écris Puissance du salariat, donc dans les années 90, un bouquin qui vient de paraître en poche, en point-seuil, avec une préface dans laquelle je prends mes distances avec ce que j'ai pu écrire il y a 25 ans, mais c'est un dossier historique sur 1930-1990, comment tout ça s'est construit, je pense extrêmement utile. Je ne peux que recommander sa lecture. Maintenant, c'est tout à fait accessible, c'est en poche, en point-seuil. Bon. Quand j'écris Puissance du salariat, j'opère déjà une première mutation par rapport à ma pratique de chercheur. J'étais un chercheur assez classique, c'est-à-dire un chercheur critique du capitalisme au service de ses victimes, on va dire. Donc je posais les travailleurs comme des victimes. Et donc, vous voyez, j'étais dans une situation assez confortable, la situation où on est du bon côté, du côté des victimes, mais où en même temps, comme on pose les travailleurs comme des victimes, on écrit le récit dont la bourgeoisie a besoin. Il n'y a qu'une seule classe pour soi, la bourgeoisie. En face, il peut y avoir des rapports de force parfois favorables, mais globalement non. Il n'y a pas d'institution alternative, il n'y a pas de classe révolutionnaire qui puisse, etc. Et tout en restant dans cette optique-là, j'ose poser le salaire comme une institution non capitaliste, alors que toute ma culture militante pose le salaire comme une institution du capitalisme. Or, je m'aperçois, et j'avais abordé ma thèse d'ailleurs dans cette optique-là, en disant le marché du travail n'existe que parce que le salaire direct, des ouvriers par exemple, est complété par un salaire indirect, la prestation sociale, qui assure du chômage et des allocations familiales pour les ouvriers. Et il n'y a d'ouvriers sur le marché du travail que parce qu'il y a par ailleurs du chômage et des allocations familiales. Sinon, il n'y aurait pas d'ouvriers sur le marché du travail. Ou bien, le marché du travail n'existe avec des cadres que parce qu'au salaire direct des cadres s'ajoute
la couverture santé, la couverture vieillesse. Il n'y aurait pas ça, il n'y aurait pas de cadre sur le marché s'il n'y avait pas ça. Et donc, mon objectif, c'est de montrer que la Sécu, c'est finalement un outil de gestion du marché du travail au service du capitalisme. Donc là, on est vraiment dans le récit au service de la bourgeoisie, qui nous dit que 45, c'est le récit de la régulation, par exemple. Là, les régulationnistes, c'est ce qu'ils nous disent. Alors, ils disent pas ça, ils disent autre chose. Ils disent que le Fordisme, la phase Fordiste du capitaliste, qui est la phase de 45, la phase de la libération, c'est-à-dire un capitalisme qui cherche du profit à travers la production de masse, ça c'est l'économie d'échelle qui génère le profit. Bon, ben, il génère du coup énormément de marchandises, il faut les vendre, et donc il faut solvabiliser la population, et la Sécu, ça sert à solvabiliser la population de la naissance à la tombe pour qu'ils achètent toute la camelote du Fordisme. Bon, ça c'est de la régulation, mais du côté, moi qui suis au Parti communiste, comme chercheur, je m'inscris dans ce qu'on appelle le capitalisme monopoliste d'État, qui nous dit que chaque capitaliste individuellement reconnaît les besoins des travailleurs qui sont immédiatement joints à son activité. Ça, c'est le salaire direct. Mais la classe capitaliste dans son ensemble a besoin qu'il n'y ait pas que les besoins immédiats qui soient reconnus, mais également que le niveau de qualification augmente, que les soins augmentent, etc. Et ça, c'est la classe capitaliste dans son ensemble qui, à travers l'État social, reconnaît les besoins disjoints de l'activité stricte de production immédiate, assuré par le salaire direct, et donc le salaire indirect finalement est au service d'une reproduction élargie de la force de travail, mais qui est toujours au service du capital. Donc j'étais, et je le suis encore jusque dans les années 80, mais dans les années 90, quand j'écris Puissance du salariat, je me rends compte que non, pas du tout. C'est pas, la Sécu, c'est pas le double marchand du salaire direct, mais que c'est l'inverse. Que le salaire, c'est un tarif qui est négocié à l'échelle nationale interprofessionnelle et qui est contraire, sort de la logique marchande, la reconnaissance de la force de travail. Donc ça, c'est un premier point, une première mutation que j'opère, qui est de qualifier positivement le salariat, alors que dans toute la culture militante, il est disqualifié comme institution du capital. Ça, on est dans les années 90. Après l'échec de 2003, l'échec très lourd de la réforme des retraites, lorsque Fillon et Chérèque signent en mai 2003 le funeste accord du 15 mai, merci Chérèque, merci la CFDT, comme toujours, merci Fillon. Là, il y a chez moi, je me dis, mais enfin, on ne peut pas simplement, devant un échec aussi massif de syndicats qui avaient mobilisé, enfin, les mobilisations de 2003, elles sont énormes, d'accord. Il y avait eu un gros travail de formation, enfin, etc., qui avait commencé, et ce sera encore pire en 2010 d'ailleurs, un énorme travail de formation avec le même échec, la même mobilisation considérable. Je veux dire, on ne peut pas simplement trouver qu'en face ils sont forts. C'est peut-être nous qui nous trompons dans nos mots d'ordre. Et de fait, je m'aperçois que moi-même, j'ai contribué à des mots d'ordre faux, de défense de la répartition, d'hostilité, de dire que c'est la capitalisation, le projet de nos adversaires, qu'il faut donc défendre la répartition. Mais pas du tout. La capitalisation n'est pas le projet de nos adversaires du tout. Et là, je me rends compte qu'il y a capitalisation, certes marginale, mais il y a surtout, dans toute l'Europe de ce qu'on appelle l'Union européenne, la capitalisation, c'est entre 5 et 10%. L'essentiel, c'est de la répartition. Mais il y a répartition capitaliste et répartition communiste. Je m'aperçois que la lutte de classe, elle n'est pas du tout entre répartition et capitalisation. Elle est interne à la répartition. Et c'est là que je m'aperçois que j'avais rangé sur la même rubrique de salaire socialisé, tarif qui nous sort de la logique marchande, dans Puissance du salariat, j'avais rangé l'Agirc-Arco, parce que c'est en répartition, du même côté que le régime général qui est en répartition aussi. Or, il y a
une absolue contradiction entre l'Agirc-Arrco, qui est le résultat donc de la réaction patronale en 1947 et années 50 pour l'Arco, à la subversion communiste de la Sécu dans le régime général en 1946. Le régime général, c'est en répartition comme l'Agirc-Arrco, sauf que le régime général pose les retraités comme des travailleurs, alors que l'Agirc-Arrco les pose comme des anciens travailleurs. L'Agirc-Arrco, il remet le salaire dans les rails de l'emploi, alors que le régime général, il sort le salaire des rails de l'emploi pour l'attribuer à la personne. Donc là, il y a un enjeu anthropologique et de statut du travailleur absolument décisif, dont je m'aperçois à l'époque. Et c'est seulement maintenant, dans une dernière étape, et c'est très clair dans le bouquin avec Lordon, ça m'a aidé à discuter avec Lordon, m'a aidé à clarifier cette affaire, que je pose la question dans les termes suivants. Sur cette dissociation entre salaire et emploi, quel est l'enjeu? Le fait d'attribuer la qualification non pas au poste de travail, mais à la personne même. Ce qui se passe dans la fonction publique, c'est le cœur de la fonction publique. Un fonctionnaire, il a une qualification personnelle, et c'est ce qui se passe dans le régime général de retraite, par exemple. Dans le capitalisme, on est travailleur par intermittence. On est travailleur quand on est en train de travailler. Donc il y a des moments avant le travail, des moments sans travail, des moments après le travail. Et ces moments avant l'insertion, sans le chômage, après la retraite, sont des moments de différé. Soit dans l'insertion, il y a de plus en plus maintenant des propositions de prêts aux étudiants, qui vont rembourser ensuite sur le supplément de salaire lié à leurs études. C'est le système anglais. Donc là, on anticipe un remboursement ultérieur. C'est une prestation donc, qui anticipe un remboursement ultérieur. Ou alors, on diffère une cotisation dans un droit au chômage ou un droit à la retraite qui est un différé de cotisation. Bien. Nous sommes dans la logique de la répartition capitaliste. La répartition capitaliste, c'est je ne suis dans l'emploi que par intermittence, et quand je suis dans l'emploi, j'affecte une partie de mon salaire à un pot commun qui va permettre ensuite que je bénéficie de la solidarité pour récupérer mes cotisations sous forme de prestations, comme différé de ces cotisations. Et là, nous sommes en permanence dans une logique marchande. La force de travail est une marchandise. Bon. On atténue par l'anticipation ou le différé, l'anticipation de prêt ou le différé de cotisation, on atténue le côté marchand, mais pour qu'il existe comme marchandise, pour que la force de travail soit comme marchandise, les moments où elle n'est pas vendue, eh bien ces moments-là sont assumés par une partie du salaire qui est différé ou qui est anticipé. Ce qui se construit dans le communisme, c'est tout à fait autre chose, c'est une toute autre définition du travailleur. C'est pas celui qui est en train de travailler, c'est tout majeur, qui, de 18 ans à sa mort, j'y ai réfléchi à partir de la retraite, mais j'y réfléchi aussi à partir de comment en supprimer cette saloperie qu'est l'insertion, comment poser dès 18 ans, comment lier la majorité à cette affaire-là. De 18 ans à notre mort, nous sommes des travailleurs, c'est-à-dire non pas des gens au travail, ça c'est la définition capitaliste du travailleur, mais en responsabilité de la production. Le travail n'a en soi aucune valeur anthropologique. Ce qui a valeur sinon vive l'esclavage, si le travail est anthropologique. Non, ce qui a valeur anthropologique, c'est la souveraineté sur le travail. C'est le fait de décider de ce qui va être produit, de qui va produire, comment, enfin, etc., etc. Selon quels accords internationaux, etc. Bien. Et ça doit devenir le fait même des citoyens. Les citoyens
la citoyenneté aujourd'hui, c'est une conquête issue de la Déclaration des droits de l'homme de 89. Hein. La bourgeoisie, quand elle est classe révolutionnaire, elle l'a été, aujourd'hui c'est une classe dont il faut qu'on se débarrasse, mais ça a été une classe révolutionnaire. Quand elle est classe révolutionnaire, elle pose ce truc inouï dans une société aristocratique: les humains naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ça, c'est vraiment inouï. Et sur la base de cet inouï-là, va se construire de façon très conflictuelle au 19e et jusqu'en 1944 en France, puisque les femmes n'obtiennent le droit de vote qu'en 1944, le suffrage universel, c'est-à-dire poser tout majeur dans l'abstraction du citoyen, c'est-à-dire tout majeur, quelles que soient ses caractéristiques, il est postulé comme en capacité et en responsabilité de la chose publique. Ça se traduit par un droit, le droit de vote, le droit d'éligibilité. Eh bien, on voit bien que ce droit-là, il est en train de s'épuiser. 52% hier au premier tour des élections législatives. Encore une fois, ce droit est en train de s'épuiser. Il faut absolument que cette citoyenneté-là, pourquoi ? Parce qu'on est bien conscient que les gens qu'on élit sont sans pouvoir sur la production. La production relève de la bourgeoisie capitaliste et qu'au contraire, les gens qu'on élit, après un certain temps où ils vont peut-être être anticapitalistes, ils se convertissent curieusement en capitalisme, comme l'a fait la gauche, aussi bien sous Mitterrand que sous Jospin. Et donc, il y a une forme de défection vis-à-vis de cette citoyenneté-là, parce que dans la chose publique, comme par hasard, il n'y a pas le travail. Que la politique s'arrête aux portes de l'entreprise, aux portes de la Banque centrale. La création monétaire, elle n'est pas liée à la politique, etc., etc. Et donc, faire du travail le cœur de la politique, ça suppose d'enrichir la citoyenneté en posant que tout majeur est postulé comme en capacité et en responsabilité de la production. Ça ne veut pas dire qu'il est tout le temps en train de travailler. Moi, je ne souhaite pas du tout être tout le temps en train de travailler. Il faut beaucoup que nos activités échappent à la valeur, bien sûr. Mais en revanche, nous devons être en permanence en responsabilité de la production. Et ça s'exprime par un droit, comme toute responsabilité, le droit à la qualification. Chacun doit avoir droit à la qualification et donc au salaire. Salaire à 18 ans. Et salaire à 1500 €, si c'est 1500 €, le salaire revendiqué. Moi, je suis plutôt sur 1700 €, mais sûrement pas les 1150 € de l'ANUPS. Non, ça ne va pas, ça. Il faut absolument poser que tout majeur, il faut faire comme révolutionnaire communiste ce que la bourgeoisie a su faire comme révolutionnaire capitaliste à l'époque où le capitalisme était révolutionnaire par rapport au féodalisme. Il s'agit de poser le même geste qui dit qu'à 18 ans, tout le monde a comme droit politique le premier niveau de salaire, le premier niveau de qualification, et donc les 1700 € comme droit de la personne. Et ce droit-là, il exprime la responsabilité de décider de la production. Pour moi, c'est ça l'enjeu, et ça fait partie aussi de ce que pourrait faire un gouvernement de cohabitation, très rapidement, poser le droit au salaire pour les plus de 18 ans, attribuer, si c'est 1500 €, puisqu'on s'est mis d'accord sur 1500 €, attribuer 1500 € à tout le monde à 18 ans. Mais vous voyez qu'attribuer à tout le monde 1500 € à 18 ans, ça suppose une école dans laquelle on a été formé à la responsabilité économique, formé à la coopération et non pas à la compétition sur le marché du travail, où on a acquis gratuitement, sans souci de choisir la bonne filière pour le bon marché du travail, parce qu'il n'y a plus de marché du travail, puisqu'on est
on est titulaire de son salaire. C'est plus sur le marché du travail qu'on conquiert son salaire. C'est en tant que personne. Et donc là, du coup, le rapport au savoir devient beaucoup plus gratuit. Et on intègre tout ce patrimoine pour pouvoir co-décider au travail, pour être dans une situation de bifurcation écologique. Enfin, tout cela, on ne va pas se battre pour 150 balles pour les jeunes. On va se battre pour le premier niveau de qualification à 18 ans et son caractère de droit politique absolument inconditionnel. Merci beaucoup Bernard Friot. Merci beaucoup pour m'avoir donné cette occasion.